Lors de l'annonce finale des biens de ma grand-mère milliardaire, j'ai été traité de voleuse. Ma mère a ricané, l'argent révèle vraiment la vraie nature d'une personne. Mon père m'a condamné froidement, cette famille ne t'a jamais appris à vivre si honteusement. Ma sœur a souri avec mépris, tu as fini de jouer la comédie? Ne convoite pas ce qui n'est pas à toi. Tout le monde les a crus, jusqu'à ce que l'avocat dise calmement, elle avait prévu ce moment. Il a appuyé sur le bouton. La caméra cachée s'est allumée. Je m'appelle Camille Dubois. Lors de l'annonce finale des biens de ma grand-mère milliardaire dans notre domaine à Bordeaux, ils m'ont traité de voleuse juste devant tous ceux qui avaient un jour prétendu se soucier de moi. Ma mère, Denise, s'est levée la première, ses talons de créateur claquant comme le marteau d'un juge, un sourire froid sur le visage alors qu'elle disait « L'argent révèle vraiment la vraie nature des gens ». Mon père, Alain, s'est penché en avant, la voix basse et tranchante. Cette famille ne t'a jamais appris à vivre si malhonnêtement. Ma sœur cadette, Chloé, a retroussé sa lèvre et a ajouté avec venin, « Grande sœur, tu n'as pas assez joué la comédie. Arrête de convoiter ce qui n'est pas à toi. » La pièce est tombée dans un silence de mort. Chaque père Dieu s'est tourné vers moi, accusatrice, convaincue, attendant que je m'effondre. Des murmures se sont propagés comme du poison, des hochements de tête approbateurs se répandant aussi vite que si ma culpabilité était déjà gravée dans la pierre. J'étais assise là, les mains serrées sous la table, le cœur battant à tout rompre. Mais je n'ai pas dit un mot, car à ce moment précis, l'avertissement discret de ma grand-mère Hélène, datant de plusieurs mois, résonnait clairement dans mon esprit, s'ils s'en prennent à toi, ne te précipite pas pour riposter. Laisse la vérité parler d'elle-même. L'avocat, Maître Lombard, a fermé son dossier en cuir avec un calme délibéré et a dit « Votre grand-mère avait anticipé ce moment précis ». Il a tourné son ordinateur portable vers le grand écran monté au-dessus de la cheminée. À cet instant, l'atmosphère dans la pièce a changé, s'est épaissie d'une angoisse que personne ne pouvait encore nommer. La caméra cachée a commencé à diffuser. Si vous avez déjà été injustement accusé par votre famille pour de l'argent ou si vous avez vu des proches changer complètement après la lecture d'un testament, racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous géré la situation? Et si cette introduction vous semble bien trop familière, restez pour voir comment la vérité a tout bouleversé. Alors que les premières images vacillaient à l'écran, mon esprit est revenu à la façon dont l'après-midi avait commencé, nous réunissant simplement dans cette même pièce, attendant que tout se déroule. Le bureau semblait à la fois familier et étranger. Des panneaux de chêne foncé recouvraient les murs, absorbant la lumière de fin d'après-midi qui filtrait par les baies vitrées allant du sol au plafond, donnant sur des rangées infinies de vignes s'étendant à travers le Bordelais. L'air portait une légère odeur de terre provenant des champs ouverts à l'extérieur, mêlée au subtil arôme de cuir des chaises à haut dossier disposées autour de la longue table en acajou. Un petit feu crépitait dans la cheminée en pierre, plus par tradition que par nécessité par une douce journée en Aquitaine. Tout le monde est arrivé habillé comme pour une réunion de conseil d'administration plutôt qu'une affaire de famille. Maman portait une élégante robe fourreau noir qui épousait sa silhouette, associée à des talons assez pointus pour correspondre à son expression. Papa avait choisi un costume anthracite, la cravate parfaitement nouée, dégageant l'autorité tranquille qu'il projetait toujours dans les contextes professionnels. Chloé scintillait avec des colliers et des bracelets superposés qui captaient la lumière à chaque mouvement, faisant défiler son téléphone avec insouciance. Tante Martine serrait un sac à main de créateur sur ses genoux, sa tenue soignée mais légèrement ostentatoire, comme si elle voulait rappeler à tout le monde qu'elle appartenait toujours à ce monde. J'ai pris la chaise dans le coin, celle légèrement à l'écart du cercle principal, la même place que grand-mère Hélène me réservait lors de mes visites. De là, je les ai regardés s'installer. Papa a pris le bout de la table sans discussion, se penchant en arrière comme si le domaine lui appartenait déjà. Maman s'est assise à sa droite, regardant sa montre toutes les quelques minutes, les doigts tapotant avec impatience. Chloé s'est laissée tomber sur le siège en face d'elle, les jambes déjà croisées, se plaignant du trajet depuis la ville. Tante Martine a hésité avant de choisir une place près de maman, offrant des sourires crispés et des banalités sur la météo. Maître Lombard n'était pas encore arrivé, alors la pièce s'est remplie de bavardages superficiels. Papa a mentionné les récents prix des ventes aux enchères de vin, notant comment la réputation du vignoble continuait de faire grimper les valeurs. Maman a approuvé, ajoutant des commentaires sur les expansions potentielles qu'elle avait étudiées. Chloé est intervenue avec des histoires d'influenceurs qu'elle connaissait qui voulaient des visites privées, orientant la conversation vers les opportunités de promotion de la marque.
Tante Martine hochait la tête, posant des questions sur les valeurs de revente de certaines des plus petites parcelles en bordure de la propriété. Personne n'a mentionné grand-mère. Ni son rire résonnant dans les couloirs pendant la saison des récoltes, ni la façon dont elle s'asseyait près de ses fenêtres pour esquisser de nouveaux designs d'étiquettes tard dans la soirée. C'était comme si son absence n'était qu'une formalité, une brève pause avant de discuter de ce qui comptait vraiment, les biens. Je suis restée silencieuse, traçant le grain du bois de l'accoudoir avec mon pouce. Être de nouveau ici ravivait des souvenirs que je n'étais pas prête à partager avec eux. La dernière fois que je m'étais assise sur cette même chaise, grand-mère était vivante, me montrant des documents de fiducie mis à jour et me demandant mon avis sur des bourses d'études pour les enfants de la région qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université. Elle faisait confiance à mon jugement car je ne demandais jamais rien en retour. Alors que les minutes s'éternisaient, j'ai remarqué de petits détails qui semblaient étranges. La mallette de Maître Lombard était déjà sur la table d'appoint, placée là plus tôt par le personnel, mais il n'est entré qu'une fois tout le monde assis. Sa salutation était professionnelle, ses yeux balayant la pièce avant de s'attarder sur moi une fraction de seconde de plus que d'habitude, comme s'il vérifiait que j'étais prête pour ce qui allait suivre. Puis mon regard a dérivé vers le mur derrière lui. L'une des photographies encadrées du vignoble était légèrement de travers, pas assez pour que la plupart des gens le remarquent, mais je me souvenais avoir aidé grand-mère à la redresser lors de ma dernière visite. Elle avait ri de son arthrite qui rendait les tâches simples plus difficiles. Maintenant, elle était décalée d'environ 2 centimètres. Étrange, considérant à quel point le personnel d'entretien était méticuleux. La conversation s'est calmée pendant que Maître Lombard organisait ses papiers. Papa s'est éclairci la gorge, ramenant la discussion sur les tendances du marché, prédisant une autre année record pour le cabernet de qualité supérieure. Maman a sorti quelque chose sur son téléphone, montrant à Chloé un article sur les investissements dans les vins de luxe. Tante Martine s'est penchée, posant des questions qui révélaient qu'elle avait fait ses propres recherches. J'ai bougé sur mon siège, sentant le poids de leurs paroles. Ils parlaient du domaine comme d'un portefeuille, pas d'une maison où grand-mère avait tout construit à partir de rien après le décès prématuré de grand-père. Elle avait commencé avec une seule parcelle, la transformant en l'une des étiquettes les plus respectées de France par pure détermination. Pourtant, les voilà, divisant déjà les morceaux dans leur esprit. Maître Lombard a finalement ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier principal. La pièce est devenue instantanément silencieuse, les chaises grinçant alors que tout le monde se penchait en avant. Il a commencé par des remarques préliminaires sur le processus juridique, sa voix stable et neutre. Je l'ai surpris en train de me regarder à nouveau, un subtil hochement de tête que personne d'autre ne semblait remarquer. Dehors, le soleil descendait plus bas, projetant une lumière dorée sur les vignes. C'était le genre de soirée que grand-mère aimait, des plus paisibles, pleines de promesses. Mais à l'intérieur, la tension montait comme un orage approchant. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, mais quelque chose dans l'air, dans ces petits détails déplacés, me disait que grand-mère s'était assurée que la vérité ne resterait pas cachée. Cette photographie de travers sur le mur a ramené mes pensées plus loin en arrière, au jour où tout a changé pour grand-mère Hélène, lorsqu'elle a découvert la signature falsifiée sur un contrat crucial de transfert de vignoble. Elle m'avait appelé ce week-end-là, la voix stable mais teintée de quelque chose que j'entendais rarement de sa part, de la colère mêlée à de la déception. J'ai conduit depuis Paris immédiatement, la route familière serpentant à travers les collines jusqu'à ce que le domaine apparaisse. Grand-mère m'a accueilli elle-même à la porte, s'appuyant plus que d'habitude sur sa canne, son arthrite se manifestant à nouveau. Nous sommes allés directement à son bureau privé, où elle a étalé les documents sur le bureau. « Regarde ça », a-t-elle dit, pointant la page de signature. C'était censé autoriser un échange mineur de terre avec une propriété voisine, rien de majeur. Mais l'écriture n'était pas la sienne, les boucles étaient trop serrées, la pression inconstante. Elle ne l'avait jamais signé. Pourtant, il était là, notarié et déposé. Quelqu'un avait imité sa signature assez bien pour tromper les vérifications initiales, mais pas elle. Elle connaissait sa propre main comme elle connaissait chaque vigne de la propriété. Nous avons passé des heures à l'examiner. Grand-mère a expliqué comment le contrat pouvait ouvrir la porte à des transactions plus importantes qu'elle n'avait jamais prévues, diluant potentiellement le contrôle des vignobles principaux qu'elle avait mis des décennies à protéger. Elle soupçonnait que cela venait du cercle familial, des personnes ayant accès à des échantillons de son écriture, des personnes qui avaient à gagner en desserrant son emprise. Cette prise de conscience l'a frappée durement.
La femme qui avait bâti un empire à partir d'une seule parcelle héritée après la mort prématurée de grand-père, qui avait déjoué les banquiers et les concurrents sans jamais élever la voix, faisait maintenant face à la trahison de son propre sang. C'est après cet incident qu'elle a pris sa décision. Elle a consulté Maître Lombard en privé, puis a fait installer discrètement des caméras de sécurité supplémentaires dans les entrepôts et les zones réservées aux invités, des endroits où des papiers sensibles et des objets de valeur étaient conservés. En France, en tant que propriétaire, elle avait tout à fait le droit de surveiller sa propre maison sans en informer les membres de sa famille, surtout pour se protéger contre une fraude potentielle. Elle m'en a parlé un soir alors que nous marchions lentement le long des sentiers entre les vignes, son bras passé sous le mien pour se soutenir. Ces visites du week-end sont devenues mon point d'ancrage. Je quittais la ville tôt le samedi matin, arrivant avant que le brouillard ne se soit complètement levé de la vallée. Grand-mère attendait sur le porche avec du café, et nous commencions par une douce promenade à travers les rangées de raisins Cabernet, ses préférés. Elle se déplaçait avec précaution, s'arrêtant pour toucher les feuilles ou vérifier le sol, partageant des histoires des débuts, l'achat de cette première parcelle avec les économies de son travail de serveuse, la plantation à la main, l'apprentissage de la vinification dans les livres et par essai. Personne ne m'a offert ça, disait-elle, les yeux brillants malgré la douleur dans ses articulations. J'ai gagné chaque arpent. De retour à l'intérieur, nous examinions ensemble les rapports de charité. Grand-mère avait créé une fondation des années auparavant pour les bourses d'études des enfants des zones rurales d'Aquitaine, couvrant les frais de scolarité, les livres et même les frais de subsistance pour ceux issus de familles d'agriculteurs qui rêvaient au-delà des champs. Elle voulait qu'ils aient des options qu'elle n'avait jamais eues en grandissant. J'aidais à trier les candidatures, lisant les essais d'adolescents parlant d'école vétérinaire ou d'ingénierie, des enfants qui lui rappelaient sa propre jeunesse. Nous discutions de ceux qui montraient une vraie détermination, débattant autour d'un thé dans l'après-midi. Mais sous la routine, sa solitude faisait surface plus souvent. Elle parlait ouvertement de remarquer des schémas, comment les visites de maman et papa coïncidaient avec le besoin d'approbation pour leurs propres entreprises, comment les conversations revenaient toujours à des idées d'expansion qui leur profitaient. Il voit des chiffres, a-t-elle avoué une fois, regardant l'horizon. Pas la terre, pas l'héritage. Juste ce que ça peut acheter. Cela la blessait profondément, de réaliser que sa fille et son gendre priorisaient les projections de croissance plutôt que la femme qui avait rendu tout cela possible. Un dimanche calme, alors que la lumière du soleil s'estompait sur le vignoble, grand-mère a pris ma main dans la sienne, ses doigts fins mais forts. « Camille, a-t-elle dit doucement, s'il arrive quoi que ce soit, promets-moi de faire confiance au processus. J'ai mis des choses en place pour m'assurer que la bonne personne perpétue cela, celle qui l'apprécie pour ce qu'il est vraiment. » Elle n'a pas élaboré sur les détails, aucune mention de preuve spécifique ou d'enregistrement, juste cette assurance. Tout deviendrait clair le moment venu. J'ai serré sa main, promettant sans comprendre pleinement le poids de ses mots. Ces moments m'ont soutenu. En retournant en ville cette nuit-là, je me sentais privilégié d'être celle à qui elle se confiait, celle qui écoutait sans arrière-pensée. Grand-mère ne demandait jamais de faveur en retour. Elle voulait simplement de la compagnie, de l'honnêteté, quelqu'un avec qui partager le fardeau de ce qu'elle avait construit. Et en protégeant cela, elle s'est préparée au pire, s'assurant que personne ne pourrait déformer ses intentions. Après son départ, Maître Lombard s'est éclairci la gorge et a commencé à lire le testament de son ton mesuré et professionnel, en commençant par les plus petits legs, comme grand-mère l'avait spécifié. D'abord, il s'est adressé à papa. À mon gendre, Alain Dubois, je lègue la somme de 460 000 €, ainsi que 3 petits tableaux de paysages de ma collection personnelle dans les laits. Papa a hoché lentement la tête, les commissures de ses lèvres se resserrant juste assez pour trahir son sang-froid. Il a bougé sur sa chaise, ses doigts tambourinant une fois sur la coudoir avant de s'arrêter, son regard fixé sur la table comme s'il calculait jusqu'où cette somme irait par rapport à ses attentes d'une part des vignobles. L'avocat a continué sans pause. À ma fille, Denise Dubois, je lègue le deuxième ensemble de bijoux de famille, les perles et l'ensemble pendentif en saphir, estimé à une valeur modérée. La prise de maman sur le bras du fauteuil a fait blanchir ses jointures, mais elle n'a rien dit. Ses yeux se sont légèrement plissés, balayant la page que Maître Lombard tenait comme pour y chercher une erreur, sa posture rigide d'une manière qui en disait long sur l'écart entre ce qu'elle anticipait et ce qu'elle recevait. Puis vint Chloé. À ma petite fille, Chloé Dubois, j'établis un fonds en fiducie équivalent aux frais de scolarité universitaire complets et aux dépenses connexes, à la condition qu'elle termine son diplôme et maintienne un emploi stable pendant au moins une année consécutive par la suite.
Chloé a laissé échapper un léger ricanement, à peine audible, marmonnant quelque chose à voix basse à propos de « restrictions ». Elle a croisé les bras, se penchant en arrière avec une moue qui la faisait paraître plus jeune que ses 20 ans, clairement irritée par les conditions attachées à ce qu'elle considérait probablement comme son gain légitime. Enfin, tante Martine. À la fille de ma sœur, Martine Duval, j'accorde le droit d'utiliser la propriété de vacances au bord du lac d'Annecy pour une période de 7 ans, du si caritative établie. Tante Martine a expiré brusquement, ses yeux parcourant la pièce comme si elle estimait mentalement la valeur marchande de la maison et calculait 7 ans de vie gratuite au bord du lac. Elle a ajusté son sac à main sur ses genoux, les lèvres pincées dans une réévaluation silencieuse. À chaque annonce, j'ai regardé leur réaction se dérouler comme une lente révélation. La politesse initiale de papa a laissé place à une tension subtile dans sa mâchoire, du genre qu'il montrait lors de négociations échouées. Le silence de maman semblait lourd, sa respiration contrôlée mais plus profonde que d'habitude, trahissant la déception qu'elle refusait d'exprimer. Chloé s'agitait plus ouvertement, son pied tapant contre le pied de sa chaise, cherchant chez maman des indices sur la façon de réagir. Tante Martine a offert un faible sourire à personne en particulier, mais ses doigts tordaient la poignée de son sac, calculant ce qu'un accès temporaire signifiait réellement dans le grand schéma des choses. Personne n'a mentionné la mémoire de grand-mère, pas d'histoire de sa générosité, pas de gratitude silencieuse pour ce qu'elle avait choisi de donner. Au lieu de cela, l'attention est restée sur l'insuffisance de ses parts par rapport à l'empire qu'elle avait bâti. Les vignobles à l'extérieur produisaient des vins qui se vendaient des centaines d'euros la bouteille, la marque reconnue dans le monde entier. Pourtant, ces legs leur semblaient des miettes. Je pouvais sentir le courant sous-jacent, la confusion se transformant en frustration, la frustration se muant en quelque chose de plus vif. Maître Lombard a tourné la page, son expression a changé. La pièce est devenue plus silencieuse. Le crépitement de la cheminée était soudain plus fort dans le silence. Papa s'est légèrement penché en avant, les coudes sur la table maintenant. Les yeux de maman se sont fixés sur l'avocat, sans ciller. Chloé a arrêté de taper du pied, se redressant. Tante Martine a mis son sac de côté, entièrement attentive. Je suis resté immobile, le pouls régulier malgré la pression croissante. Grand-mère avait expliqué plutôt que le sentiment de dû. Mais le voir se dérouler, regarder leur visage passer de l'attente au ressentiment silencieux, confirmait ce qu'elle craignait le plus. La section suivante. Tout le monde retenait son souffle, le poids du reste de la succession suspendu dans l'air comme le brouillard de la vallée à l'aube. Ce qui allait suivre changerait tout. Il le savait. Et moi aussi. Maman a repoussé sa chaise et s'est levée brusquement, sa voix tremblant d'une émotion à peine contenue alors qu'elle me pointait directement du doigt. Camille a profité de chaque instant qu'elle passait seule avec grand-mère, a-t-elle dit, les yeux brillants comme si c'était une véritable blessure plutôt qu'une stratégie. Ces petits tableaux de la suite d'invités, les bijoux anciens qui ont disparu un par un. Elle avait un accès complet, et nous le savons tous. Comment aurait-il pu disparaître sans laisser de traces? Papa n'a pas hésité, se levant plus lentement pour donner du poids à ses paroles, parlant avec le ton mesuré qu'il utilisait dans les salles de conseil. Légalement, cela soulève de sérieuses questions. Camille était la seule à avoir les clés du coffre-fort privé pendant la santé déclinante de grand-mère. L'abus de faiblesse n'est pas juste une expression. C'est un motif pour contester tout testament si une personne en état de vulnérabilité a été manipulée. Nous ne pouvons ignorer ce schéma. Chloé est intervenue avant que je puisse assimiler le coup calculé de papa, son ton dégoulinant de sarcasme alors qu'elle roulait des yeux de façon spectaculaire. Oh, s'il te plaît. Le numéro de la petite fille parfaite a toujours été suspect, se montrant chaque week-end, jouant la dévouée pendant que le reste d'entre nous avait une vie. Il s'agissait de te positionner, n'est-ce pas? Prétendre se soucier si profondément alors qu'en réalité, tu attendais juste le pactole. Tante Martine s'est éclaircie doucement la gorge, ajoutant sa contribution sans se lever, la voix calme mais pointue. Je déteste aborder ce sujet, mais un ami dans le milieu des antiquaires a mentionné avoir vu quelqu'un correspondant à la description de Camille dans un magasin d'expertise à Paris l'année dernière. Rien de concret, bien sûr, but it does make you wonder about those missing items. Les accusations venaient de toutes parts,
se chevauchant avant que je puisse répondre à l'une d'elles. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que grand-mère elle-même m'avait demandé de cataloguer certaines pièces pour les mises à jour d'assurance, que tout ce que je touchais était à sa demande directe, mais maman m'a coupé avec un cinglant, comme c'est pratique que seul toi aies été là pour en être témoin. Papa a continué par-dessus elle, construisant son argumentation. Accès plus opportunité égale responsabilité. Si des objets de valeur ont disparu sous ta surveillance, Camille, c'est à toi qu'incombe la charge de prouver le contraire. Chloé a ri légèrement, un son qui coupait plus profondément que des cris. Allez, admets-le. Le numéro de la fille attentionnée n'était qu'un plan à long terme. Toutes ces visites n'étaient pas gratuites. Même tante Martine a hoché la tête, murmurant que les schémas ne mentent pas. J'ai essayé à nouveau, la voix stable malgré la chaleur qui montait dans ma poitrine. Grand-mère me faisait confiance avec ces choses parce qu'elle voulait des mises à jour pour les dossiers de la fondation. Je n'ai jamais confiance en toi, a interrompu maman, sa voix se brisant pour les faits. Elle était fragile, confuse par moments. Tu étais dans la position parfaite pour l'influencer. La pièce se refermait sur moi, leurs mots s'empilant comme un filet auquel je ne pouvais échapper. Le cadre juridique de papa donnait un air officiel. Les supplications émotionnelles de maman semaient le doute. Les pics de Chloé rendaient cela personnel. La rumeur de seconde main de tante Martine ajoutait de la crédibilité de l'extérieur. Ils se nourrissaient les uns des autres, gagnant en élan sans pause. J'ai jeté un coup d'œil à maître Lombard, espérant une intervention, mais il est resté calme, observant l'échange se dérouler exactement comme prévu. L'air est devenu lourd, presque difficile à respirer. Le bureau autrefois familier était maintenant une salle d'audience où j'étais accusé sans défense appropriée. Il ne criait pas, cela aurait été plus facile à contrer. Au lieu de cela, c'était cette attaque coordonnée et émotion, logique, moquerie, oui dire tout visant à me dépeindre comme l'opportuniste qui avait volé non seulement des objets, mais aussi les dernières volontés de grand-mère. Mes mains tremblaient sous la table, mais j'ai tenu ma langue, me souvenant de son conseil plus vivement que jamais. La vérité ferait surface bien assez tôt. Maître Lombard a levé une main, paume en avant, sa voix coupant le barrage avec une autorité tranquille qui exigeait une obéissance immédiate. Assez, a-t-il dit, calme mais inflexible. Madame Hélène Dubois avait prévu cette réaction exacte après l'incident du contrat falsifié et s'est préparée en conséquence. Elle a laissé des instructions claires et des preuves pour répondre à toute tentative de déformer ses intentions. Il a ouvert l'ordinateur portable, le connectant entièrement au grand écran mural avec une efficacité exercée. La pièce est devenue silencieuse, le venin précédent suspendu et non résolu alors que tout le monde se tournait vers l'écran. Le premier clip a commencé sans introduction. Des images horodatées d'une caméra de la salle de stockage montraient maman s'introduisant tard dans la nuit à plusieurs reprises, se déplaçant avec familiarité vers des armoires verrouillées. Elle sélectionnait de petits tableaux encadrés et des boîtes à bijoux anciennes, les plaçant soigneusement dans son fourre-tout en cuir familier avant de sortir aussi discrètement qu'elle était arrivée. La clarté ne laissait aucune place au doute, des dates s'étalant sur plusieurs mois, chaque entrée méthodique, aucun signe d'hésitation. Le silence s'est emparé du bureau. Le visage de maman a perdu toute couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant une fois avant qu'elle ne parvienne à une faible défense. C'était juste. Je les empruntais pour les mettre en sécurité. Grand-mère le savait. Papa s'est levé d'un bond, sa chaise raclant durement, prêt à objecter. Mais maître Lombard a levé un doigt, mettant la vidéo en pause. Veuillez vous asseoir, monsieur Dubois. Il y a plus, et les interruptions ne changeront pas ce qui est enregistré. Il est passé au fichier suivant. Un court segment audio, des étiquettes d'identification vocale marquant clairement les locuteurs. La voix de maman est arrivée en premier, basse et délibérée. Si nous faisons porter le chapeau à Camille pour les objets manquants, personne ne remettra en question la contestation du testament. Elle est la seule à avoir un accès constant. Papa a répondu, le ton calculé. Exactement. Une plainte pour abus de faiblesse a du poids lorsque des objets de valeur disparaissent sous la surveillance d'une seule personne. Nous contrôlons le récit, nous sécurisons les vignobles et les fonds d'investissement. Le clip s'est terminé brusquement. Maître Lombard a noté que ce n'était qu'une partie, l'enregistrement complet étant conservé pour des procédures judiciaires si nécessaire. Il n'a pas tout diffusé, se retenant pour maintenir un levier. J'ai regardé l'écran figé, une vague de choc me submergeant, se durcissant rapidement en une colère brute.
Entendre mes propres parents, maman, qui m'avait porté, papa, qui m'avait appris à faire du vélo sur ces terres comploter si froidement pour me piéger, c'était comme un coup physique. Leurs mots n'étaient pas des disputes enflammées. Ils étaient stratégiques, détachés, comme si détruire ma réputation n'était qu'une autre manœuvre commerciale pour prendre le contrôle de ce que grand-mère avait construit. Maman s'est affalée sur son siège, les mains couvrant brièvement son visage avant de retomber pour révéler des yeux larges et paniqués. Papa est resté debout un instant de plus, la mâchoire serrée, cherchant un angle qui n'existait pas. Le sourire narquois de Chloé avait disparu, remplacé par une agitation mal à l'aise. Tante Martine a détourné le regard, soudain fascinée par ses ongles. La chaleur de la cheminée ne faisait rien contre le froid qui s'installait partout. Ce qui avait été une attaque coordonnée quelques minutes auparavant s'effondrait maintenant sous des preuves irréfutables. Les accusations émotionnelles de maman, les menaces légales de papa, les piques de Chloé, tout sonnait creux face aux preuves que grand-mère avait rassemblées. Maître Lombard a laissé le silence s'étirer, s'assurant que l'impact était pleinement ressenti. Il a refermé partiellement l'ordinateur portable, son expression inchangée. Ces enregistrements ont été réalisés sur une propriété privée avec pleine autorité légale. Toute tentative de contester leur validité ne fera que renforcer les préoccupations de Madame Dubois. J'ai senti le changement en moi, un soulagement mêlé à une profonde tristesse. Grand-mère n'avait pas seulement prédit cela, elle m'en avait protégé, retournant leur stratagème contre eux. Les parents que je pensais connaître étaient capables de ce niveau de calcul, prêts à sacrifier mon nom pour un gain financier. Papa s'est finalement assis, la voix tendue. Il doit y avoir un contexte. Maître Lombard l'a coupé doucement mais fermement. Le contexte sera examiné en temps voulu, si nécessaire, par les voies appropriées. Maman a chuchoté quelque chose d'inaudible, les larmes commençant à couler maintenant, mais elles ressemblaient plus à de la défaite qu'à du remords. Le complot qu'ils avaient discuté si nonchalamment était exposé. Leur plan pour contester et réorienter les actifs principaux de la succession était mis à nu. La colère brûlait constamment dans ma poitrine, mais je suis resté calme, l'avertissement de grand-mère me maintenant debout. Ce n'était pas la fin, loin de là. La vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Maître Lombard a cliqué sur le dernier fichier, ses mouvements délibérés alors que l'écran s'ajustait une fois de plus. Grand-mère Hélène est apparue, assise dans le fauteuil de sa chambre près de la grande fenêtre, les teintes dorées du coucher de soleil filtrant à travers et jetant une lueur chaude sur les vignes lointaines. Elle semblait plus frêle que dans mes souvenirs récents, enveloppée dans son châle préféré, mais ses yeux avaient cette clarté vive et familière. Elle a parlé directement à la caméra, sa voix douce mais inébranlable. J'ai fait mes choix, a-t-elle commencé, faisant une pause pour reprendre son souffle. Camille, tu as été la seule à venir sans rien attendre en retour. Tu as écouté. Tu t'es soucié. Tu as partagé les jours tranquilles où personne d'autre ne prenait la peine. C'est pourquoi le reste de ma succession, la résidence de Bordeaux, les vignobles, la marque de vin, le portefeuille d'investissement te revient entièrement. Maman a laissé échapper un hoquet aigu, sa main volant à sa bouche. Papa s'est figé, le visage se contractant alors que les mots s'imprimaient dans son esprit. Grand-mère a continué sans fioriture. Cela inclut les plans que nous avons discutés pour étendre le soutien à l'éducation, des bourses et des programmes pour les enfants des zones rurales de France qui ont besoin d'une vraie chance d'aller à l'université ou d'acquérir des compétences professionnelles. Tu sauras comment honorer cela. Elle s'est légèrement tournée vers l'objectif, comme si elle s'adressait à la pièce que nous occupions maintenant. Denise, Alain, je vois la cupidité qui vous a poussé. Les tentatives de déformer mes intentions, de saper la seule personne qui était sincèrement là, ne réussiront pas. Mes décisions sont finales, soutenues par toutes les protections juridiques disponibles. Contestez-les, et vous ferez face aux conséquences devant les tribunaux et les autorités. Son ton ne portait aucune amertume, juste des faits résolus. La vérité protège ceux qui le méritent. C'est tout. La vidéo s'est terminée brusquement, l'écran devenant noir. Le bureau semblait suspendu dans ce moment. Maman regardait droit devant elle, les larmes coulant silencieusement maintenant, son sang-froid antérieur brisé. Papa agrippait le bord de la table, les jointures pâles, assimilant le renversement complet de situation. Chloé s'est affalée, toute combativité ayant quitté sa posture. Tante Martine gardait les yeux baissés, évitant le regard de tout le monde. Je suis resté immobile, un flot d'émotions m'envahissant, le deuil d'entendre à nouveau la voix de grand-mère,
la validation qu'elle m'avait fait entièrement confiance, et une profonde douleur de voir à quel point les choses s'étaient dégradées avec mes propres parents. Elle n'avait pas fulminé ou accusé de manière spectaculaire. Elle a énoncé les réalités simplement, s'assurant que son héritage allait là où il devait aller. Maître Lombard a laissé le poids s'installer avant de parler. Comme Madame Dubois l'a souligné, le testament inclut des protections solides. Toute contestation déclenchera l'application des termes auxquels elle a fait référence. Papa a retrouvé sa voix en premier, tendu. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une possibilité de révision. L'avocat a secoué la tête. La révision a été anticipée et préparée. Des copies de toutes les preuves sont en sécurité auprès de plusieurs parties. Maman a murmuré, elle n'aurait pas pu vouloir dire. Mais les paroles enregistrées de grand-mère ne laissaient aucune ambiguïté. La succession, tout ce qui allait au-delà des petits legs déjà lus, était à moi, lié à la vision que nous partagions d'aider les enfants issus de milieux comme le sien, de familles travaillant la terre sans chemin facile. Chloé a bougé mal à l'aise, jetant des regards entre nos parents. Tante Martine est restée silencieuse, l'étrangère maintenant pleinement consciente de la fracture familiale. Le message final de grand-mère résonnait dans mon esprit, pas seulement l'héritage, mais la force tranquille derrière lui. Elle a choisi la clarté plutôt que la confrontation, la justice par la préparation plutôt que par le spectacle. Et ce faisant, elle a protégé ce qui comptait le plus. La pièce est restée lourde, personne n'étant prêt à rompre le charme que sa présence avait jeté une dernière fois. Des mois plus tard, maman et papa ont fait face aux conséquences qu'ils ne pouvaient pas négocier. Des poursuites civiles ont été engagées, déposées régulièrement par l'équipe juridique de la succession pour récupérer la valeur des objets volés. Des accusations criminelles ont suivi, vol simple et tentative de fraude, assez graves en France pour nuire aux réputations dans des industries très unies comme celle du vin. Les invitations aux dégustations et aux événements de l'industrie se sont taries. Les contacts de longue date ont gardé leur distance, méfiant de l'association. Leurs noms sont apparus dans les journaux locaux, pas en gros titres, mais assez pour fermer des portes qui s'ouvraient autrefois facilement. J'en ai entendu parler par les mises à jour de Maître Lombard, jamais directement d'eux. Des tentatives de contact ont eu lieu, des courriels, des messages vocaux, même une lettre transmise par l'avocat, mais j'ai laissé les barrières légales faire leur travail. Les ordonnances de non-communication n'étaient pas nécessaires, une instruction claire de « non-contact » par l'intermédiaire de l'avocat a suffi. J'ai décliné chaque excuse, chaque demande de rencontre. Certains ponts, une fois brûlés, le reste. Chloé a pris contact une fois, un court message demandant si nous pouvions parler. Je n'ai pas répondu. Tante Martine a envoyé une carte exprimant ses regrets, mais cela ressemblait plus à une tentative de se couvrir qu'à un remords sincère. Je les ai tous classés, me concentrant plutôt sur la suite. La succession est entièrement passée à mon nom. Je n'ai pas vendu de morceaux ni redécoré pour l'apparence. Au lieu de cela, j'ai converti les laits, autrefois des suites d'invités rarement utilisées, en un espace dédié au centre éducatif que grand-mère et moi avions planifié lors de ces après-midi tranquilles. Des architectes et des entrepreneurs ont transformé les pièces en salles de classe et en bureaux, préservant l'architecture originale tout en ajoutant des espaces d'apprentissage modernes. La Fondation a étendu les bourses, ciblant les enfants des zones rurales de la région de Bordeaux issus de familles d'agriculteurs, une couverture complète pour les IUT, les universités, et même des programmes de formation professionnelle pour ceux qui voulaient des parcours pratiques. Les adolescents locaux ont commencé à venir pour du tutorat, utilisant des ressources qui manquaient à leurs écoles. J'ai engagé du personnel passionné par la mission, des gens qui comprenaient les défis uniques de la région. Voir un étudiant s'illuminer en recevant une lettre d'acceptation ou un parent verser une larme lors d'une remise de bourse donnait un sens au poids de tout cela. J'ai gardé la chambre de grand-mère intacte, y allant parfois pour m'asseoir près de la fenêtre où elle avait enregistré son dernier message. La vue n'avait pas changé, des rangées de vignes s'étendant sous un ciel clair, les saisons se succédant aussi fiablement que jamais. Son châle était toujours accroché à la chaise, un rappel silencieux. Vivre ici seul semblait étrange au début, la maison trop grande pour une personne, mais elle s'est progressivement remplie de sens, le personnel pendant la journée, les étudiants pour les sessions du soir, les événements communautaires le week-end. Je voyageais quand c'était nécessaire, supervisant la croissance de la fondation, mais je revenais toujours à ce cœur. L'indépendance est devenue ma nouvelle normalité. Les décisions concernant les vignobles, la marque, les investissements, tout à moi de les prendre, guidé par ce que grand-mère m'avait enseigné sur l'intégrité avant les gains rapides.
Les bénéfices finançaient plus de programmes, créant un cycle qu'elle aurait approuvé. Couper les ponts complètement n'a pas été facile. Les anniversaires passaient sans appel. Les vacances sans obligation. Certaines nuits, de vieux souvenirs refaisaient surface, les bons, avant que la cupidité n'éclipse tout. Mais je n'ai pas remis en question cette limite. Protéger ma tranquillité signifiait accepter que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, ce sont les liens que l'on choisit et que l'on cultive. L'héritage de grand-mère m'a appris que la vérité, une fois révélée, demande une action. La sienne était de construire quelque chose de durable à partir de rien. La mienne est devenue d'honorer cela en donnant aux autres les outils qu'elle n'a jamais eus. La force n'est pas de s'accrocher, c'est de savoir quand lâcher prise et aller de l'avant. L'argent révèle le caractère, mais le caractère détermine ce que vous faites de ce qui reste. J'ai choisi de créer des opportunités là où il n'y en avait pas, transformant un héritage en impact. Et ce faisant, j'ai trouvé la liberté que grand-mère a toujours